En décembre, on a pu lire ça, mais aussi ça. Ces deux titres parlent du même sujet, à savoir le procès des viols de Mazan. Comment expliquer une telle différence? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous connaissez Le Monde, Le Figaro ou Le Point? Non, mais est-ce que vous connaissez vraiment? On est d'accord que vous vous êtes un peu posé la question. Du coup, pour vous apporter des réponses, notre objectif, c'est d'analyser le traitement médiatique, et cela au travers d'un exemple, et surtout d'un nom, celui de Gisèle Pelicot. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, enfin si vous l'avez lu, on profite de cette actualité pour évoquer la manière dont les médias parlent des violences sexistes et sexuelles. Derrière les journaux, il y a des rédactions qui font des choix. Jusque-là, ça va. Ces choix-là vont influencer la manière dont un sujet est traité. C'est le cas pour les violences sexistes et sexuelles. Si on dit le mot ligne éditoriale, ça vous parle. Si jamais ça vous dit rien, on vous invite à regarder notre précédente vidéo. Mais d'abord, pause. C'est quoi en fait l'affaire des viols de Mazan? Remettons cette histoire dans son contexte. On parle d'une victime et de 51 accusés dont les violences ont été réalisées, pour la majorité, au domicile conjugal situé à Mazan. Gisèle Pelicot est une femme de 72 ans, née en Allemagne et mère de 3 enfants. Elle est le personnage principal de ce procès en tant qu'ex-femme de Dominique Pelicot. Ce dernier est à l'origine du recrutement des auteurs et de l'organisation des viols infligés à son épouse. Pendant 10 ans, Gisèle Pelicot a subi une soumission chimique à base d'anxiolytiques ajoutés dans ses plats, dans le but d'être livrée à des inconnus abusant d'elle. Le tout s'est déroulé face à une caméra qui filmait et enregistrait ces scènes effroyables. Si le nom Pelicot apparaît dans tous les titres, c'est parce que la Cour d'appel du Vaucluse a prononcé les peines des accusés le 19 décembre 2024. Verdict qui a nécessité près de 4 mois d'audience pour mettre au clair ce procès historique. Autour de Gisèle Pelicot, le tribunal d'Avignon s'aménage pour recevoir une foule de soutiens et de médias prêts à faire de ce procès une date clé dans le combat féministe. Dès le premier jour, la victime refuse le huis clos, c'est-à-dire que l'audience devient publique et quiconque peut y assister. Plus de 160 médias sont accrédités et des centaines de personnes viennent témoigner leur reconnaissance à cette femme, désormais figure internationale engagée contre la culture du viol. De 27 à 74 ans, les accusés ont régulièrement été qualifiés d'hommes ordinaires, pour certains pères de famille et dont les professions sont très variées. La Cour d'appel du Vaucluse a prononcé des peines allant de 2 ans avec sursis jusqu'à 20 ans de réclusion. Suite à cette annonce, 17 accusés ont fait appel de leur jugement. Cela signifie qu'ils sont en désaccord avec la décision et qu'ils la soumettent à une autorité juridique supérieure. Une opposition qui ouvrira sur un second procès prévu pour la fin de l'année 2025. Alors, pourquoi tout ce blabla? La France et l'étranger se sont tournés vers Gisèle Pelicot à la fin 2024. Une affaire de viol parmi tant d'autres, et pourtant le changement est là. Alors pourquoi celle-ci fait-elle autant parler d'elle? Pour commencer, l'ampleur et l'atrocité de l'accusation sont sans précédent. Au tribunal d'Avignon, ce sont 51 hommes qui se trouvent sur le banc des accusés, un nombre particulièrement élevé et qui suscite l'indignation. Ensuite, le débat sur la présomption d'innocence, qui s'installe toujours dans des affaires similaires, n'a pas lieu dans celle-ci. En effet, les violences sexuelles infligées à Madame Pelicot ont été filmées, ce qui signifie que la culpabilité des accusés n'est plus approuvée. Ces derniers ne peuvent pas nier leur implication et ça, c'est un gros changement dans la lutte des femmes pour faire condamner leurs agresseurs. Le M de Mazan, c'est aussi le M de MeToo, un mouvement mis en lumière en 2017 aux États-Unis avec les dénonciations contre Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain. L'idée est de réunir les victimes autour du moi aussi pour oser désigner l'auteur des violences. Depuis devenu un véritable mouvement social, le MeToo a initié la libération de la parole des femmes dans ce domaine. Un esprit de sororité entoure désormais celles qui sortent de l'ombre pour exprimer au monde ce qu'elles ont subi et surtout par qui. Le travail psychologique et sociétal débuté avec MeToo est une belle progression qui a permis au procès de Mazan d'être aussi suivi et ce, même outre-Atlantique. La médiatisation du procès s'inscrit inévitablement dans la continuité de ce qui est bien plus qu'un hashtag. En parlant de médiatisation, on rappelle que l'audience était publique et que plus de 160 médias étaient accrédités pour assister au jugement de la Cour de Vaucluse, de quoi relayer toutes les prises de parole et les moments clés de ce procès partout dans le monde. Dans l'histoire des femmes, Gisèle Pelicot aurait pu rester l'objet d'un fait divers. Seulement, les questionnements de plus en plus importants autour des violences sexistes et sexuelles ont fait de cette actualité judiciaire une cause profondément liée au féminisme. S'il s'agit déjà d'une démarche assez extraordinaire pour notre époque, Gisèle Pelicot est devenue une icône de la lutte pour le droit des femmes, au même titre que Gisèle Halimi ou Simone Veil. Pour nuancer, certaines associations ont aussi argumenté le fait que Gisèle Pelicot représentait la victime parfaite, ceci expliquant le soutien sans faille dont elle aurait bénéficié. Aux yeux de la société et des médias, cette femme droguée au Temesta n'est pas celle à qui on penserait instinctivement dans une affaire de viol.
D'un âge avancé, mariée, maman et privée de sa conscience, elle est devenue un simple objet sexuel pendant des années. Les arguments classiques de la fête, de la consommation d'alcool ou de la tenue dite provocante ou d'un non mal exprimé ne peuvent pas être mobilisés dans cette affaire. Elle qui avait une confiance totale dans son couple et dans son foyer se retrouve manipulée et frappée par la désinvolture de cette multitude d'hommes. Gisèle Pelicot, inerte dans son lit conjugal, endure des pratiques qu'elle n'a jamais consenties. En face de son corps, un homme à qui elle a dit oui seulement le jour de son mariage, Dominique Pelicot. Un personnage étonnant dans sa défense et ambivalent dans sa personnalité. Il faut aussi savoir que ce n'est pas le premier cas d'affaire juridique qui connaît une médiatisation aussi intense. L'utilisation de procès comme tribune médiatique est un phénomène déjà bien connu, comme en témoignent par exemple les affaires défendues par Gisèle Halimi dans le cas des violences faites aux femmes. Les médias savent rebondir sur une procédure judiciaire pour en faire un débat de société. Un média, c'est l'équivalent d'un quatrième pouvoir. Et comme dirait Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme on vous l'a dit plus tôt, pour cette vidéo, on va se focus sur l'évolution du traitement médiatique des VSS. Plus particulièrement, on va se concentrer sur les cas de féminicide et d'affaires de viol. Déjà, pour qu'on parle de féminicide aujourd'hui, il a fallu un long combat, car le terme n'existait pas avant. Les médias avaient une autre manière de traiter les affaires de meurtre de femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints. Souvent relayées dans la rubrique Faits divers, les rédactions n'hésitaient pas à y aller de leurs jeux de mots, surnoms rigolos et titres accrocheurs, minimisant la gravité des faits. Sylvie Debrasse, journaliste et docteur en sciences de l'information, explique alors l'utilisation de termes tels que crime passionnel comme une façon de justifier le crime par l'amour. Elle dénonce aussi les tournures passives du type une femme morte sous les coups de son mari plutôt qu'active du type un homme tue sa femme après l'avoir rouée de coups. Tout cela amène à déresponsabiliser le meurtrier, voire à culpabiliser la victime qui n'aurait pas été une bonne épouse. Du côté du traitement médiatique des affaires de viol, c'est Claire Ruffiot, doctorante en sciences politiques, qui nous éclaire sur le sujet. Elle observe qu'en 1980, les affaires de viol relayées par les médias étaient d'abord traitées sous l'angle de la fausse accusation, jusqu'à l'affaire Dutroux qui marque un tournant. Les accusés sont alors présentés comme des malades psychiatriques, des fous isolés, victimes de pulsions. Fin 90, les accusations font principalement état d'actes pédophiles au sein de l'Église mais aussi de l'école. Le viol serait alors le résultat d'une détresse liée au métier exercé, comme le célibat des prêtres. Mais on reste dans l'individualisation des agressions sexuelles. C'est seulement au tournant des années 2000 que les affaires de viol sont abordées comme un fait social. Le crime reste pour autant relié à une classe sociale défavorisée et ou à des origines étrangères. Au sein du journalisme, les termes sont importants. Les médias jouent un rôle essentiel en démocratie. Ils sont à la fois le produit de la société et une instance de socialisation par leur influence considérable. C'est pour cela que certains collectifs féministes se sont engagés afin de réguler la couverture des VSS. Les mots Tu est un blog Tumblr où Sophie Grouillon y reprend les titres de presse parlant de féminicide avec des termes inappropriés. Des journaux comme 20 minutes ou Le Parisien, habitués des faits divers, vont vouloir accrocher le regard du public en présentant les faits de façon humoristique et absurde. Sauf qu'à la fin, ça donne ça. Au-delà de reprendre ces titres, certains collectifs et militantes féministes essaient de donner des préconisations. Nous Toutes est une des plus grandes associations féministes en France, souvent mentionnées dans les médias. Ce collectif a remis en novembre 2024 un rapport complet sur le traitement médiatique des féminicides en pointant du doigt les manquements des médias. Prenons la une association de journalistes féministes propose aussi des outils à destination des rédactions pour un meilleur traitement des VSS. Leurs recommandations ont participé à une amélioration générale dans le monde du journalisme. À ce propos, l'INA démontre bien l'évolution des médias sur le sujet après MeToo. En effet, le terme connaît un pic d'utilisation par les chaînes audiovisuelles au début de 2024. Pourtant, le hashtag remonte à 2017. Mais à l'époque, en France, le mouvement de dénonciation d'agressions sexuelles et de viols a été traduit par Balance ton porc, qui n'a pas eu la même popularité, trop délateur pour certains, selon Marion Dalibert. La parole de Judith Godrèche sur cette période a été nécessaire pour initier une seconde vague de témoignages. Au total, l'INA a calculé une hausse du traitement des VSS de 17% dans l'audiovisuel. L'explication de l'augmentation de cette couverture peut se trouver dans les paroles de Philippe Corbet, tout simplement le fait que les affaires de viol soient devenues un problème public. Revenons 5 minutes sur le travail de Claire Ruffiot. On s'aperçoit que le traitement médiatique des affaires de viol prend une autre dimension après 2011, surtout avec l'affaire DSK. DSK, c'est le diminutif pour Dominique Strauss-Kahn. À l'époque, c'est le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2007. À cette date, il est très populaire dans les sondages, mais il est soudainement arrêté suite à une accusation de viol par Nafissatou Diallo, alors femme de chambre dans l'hôtel où il séjournait à New York. La presse relaie rapidement l'événement et l'affaire fait beaucoup de bruit.
assez pour l'obliger de se retirer de la campagne présidentielle. Selon la doctorante, le scandale a aidé à libérer la parole sur le sexisme en politique. Accompagné des débuts du MeToo, le nom de DSK finira par être abordé comme un fait social par le prisme des violences de genre et de la domination masculine. Pour mettre tout ça au clair, on est donc passé de ça à ça. Malgré ces évolutions, des différences persistent sur le traitement des VSS. Certains médias vont prendre plus d'initiatives que d'autres. Par exemple, Mediapart, journal spécialisé dans l'investigation, a relayé la parole de nombreuses victimes de VSS jusqu'à en faire une rubrique à part. Libération a également, dès 2017, mis en place un décompte de féminicides par mois et l'AFP mène depuis 2019 des enquêtes chiffrées sur le sujet tout en analysant les causes de ces disparitions. La direction ou les journalistes eux-mêmes réfléchissent au sein même de leur rédaction sur la bonne façon d'aborder les VSS, parfois jusqu'à réfléchir à l'établissement d'un guide interne pour les journalistes. Au sein de Parisien, en 2020, une charte de l'égalité a été adoptée prenant des engagements écrits autour des valeurs et des principes du journal. Mais sur la question du traitement des VSS, plusieurs voix contradictoires se font entendre. Une des journalistes regrette que le texte ne soit pas allé plus loin sur le sujet et souhaite qu'une réflexion plus poussée soit prise, mais le manque de temps rend cela difficile. A contrario, des réticences se font entendre, comme celle d'un journaliste de faits divers. Selon lui, c'est le risque d'un vocabulaire trop contrôlé et trop automatisé, ce qui peut déplaire aux lecteurs attirés par l'émotion et la polémique. Louise Colcombé ajoute une question intéressante. Il ne faut pas se contenter d'en discuter avec les faits diversiers et les secrétaires de rédaction. Elle pointe notamment du doigt la nécessité d'en parler aux journalistes web qui, eux, ont moins d'habitude de traiter des papiers judiciaires. Du côté de l'audiovisuel, les chaînes d'information continue ont augmenté leur temps consacré au VSS. En premier, on retrouve BFM TV devant France Info et CNews. Pourtant, Philippe Corbet explique que cela n'est pas dû à une décision de la direction ou de la rédaction en chef, mais plus d'une impulsion venue du bas de la part d'une journaliste au service police-justice. Pour CNews, malgré une augmentation de couverture de 35%, leur Beaulieu nuance. On en parle plus, mais pas forcément mieux, et parle d'un contre-discours journalistique de lutte contre le discours féministe. Et puis, tout derrière, on voit LCI. Mais pourquoi cette chaîne n'a pas suivi le mouvement ? Eh bien, la ligne éditoriale soutient que l'Ukraine soit le sujet traité en priorité, et cela aux dépens d'autres thèmes. C'est l'exemple d'un choix assumé de la part d'une rédaction. LCI a en effet décidé de se distinguer des chaînes concurrentes en proposant une offre plus centrée sur l'actualité internationale. Et puis côté radio, France Info et France Inter connaissent la même dynamique. En parallèle de l'évolution sociétale, le sujet a été naturellement saisi par les journalistes, comme l'expliquent respectivement Florent Guyotat et Rémi Sulmon. En bref, la question « Comment parler des VSS ?» fait doucement son chemin au sein des rédactions. Vient alors le procès des viols de Mazan, mais surtout un nom, Gisèle Pelicot. Très vite, la question a été reliée à la parole des mouvements féministes en allant au-delà d'un simple suivi judiciaire de l'affaire. On a vu beaucoup de comptes rendus du procès, comme font souvent les journalistes, mais très nombreuses sont les rédactions qui sont allées plus loin en alimentant la discussion autour de sujets comme la soumission chimique, le viol conjugal ou la consommation pornographique excessive. Mais le sujet qui est surtout revenu, c'est celui de la culture du viol, précisément quand les avocats de la défense ont pris la parole. Des articles se sont multipliés, quelle que soit l'orientation politique des journaux ou leur niveau de sensibilité au discours féministe. Pour citer quelques exemples, cet article du Parisien, une tribune de Libération, journal d'opinion de gauche, mais aussi d'autres articles de l'Humanité, souvent reliés à la gauche radicale, et enfin 20 minutes. La cause amenée par le procès des viols de Mazan a été si puissante qu'elle a réussi à réunir l'Humanité et CNews dans leur soutien à Gisèle Pelicot. Tout le monde parlait énormément hors de l'audience. Et je trouve ça... Mais je vois pas en quoi c'est néfaste pour une femme les qui a débats. vécu le calvaire qu'elle a vécu, venir sur un plateau de télévision bien assis pour dire « cette femme parle trop », comprenez que ça peut choquer quand même un peu. Elle a refusé le huis clos, elle veut que le monde sache, elle veut confondre ses agresseurs, elle s'adresse à eux, elle les regarde, elle leur parle, elle leur dit « quand on voit une femme endormie sur son lit, il n'y a pas un moment où on s'interroge ?» Bref, on peut dire que les médias ont été le relais des réflexions et débats menés autour de la question des violences sexuelles commises envers les femmes. Cependant, certaines rédactions ont fait le choix d'accorder une place plus importante à la parole féministe. Chez Libération, quotidien habitué des tribunes, on en compte 17 en lien avec le procès des viols de Mazan. Une d'entre elles a particulièrement fait du bruit, celle signée par plus de 200 hommes connus de l'espace médiatique. Ils y ont invité tous les hommes à prendre leurs responsabilités face à la culture du viol.
On peut voir que le titre fait référence à la domination masculine. Pendant ce procès, l'utilisation de théories féministes comme celle-ci a plus trouvé sa place dans certains médias comparé à d'autres. Comme ici, toujours chez Libération, l'idée de la masculinité toxique s'est vue dans ce titre. Du côté du Monde, on a également pu voir apparaître ces articles. De même chez Télérama et l'Humanité. Quelques idées contradictoires se sont confrontées, frôlant l'octogone entre les rédactions, mais version journalisme donc par des articles. On pense au Figaro, journal d'opinion de droite, qui publie une tribune critiquant celle de Libération. D'autre part, une rédaction n'est pas synonyme d'opinion partagée. Le Figaro va d'un côté publier ce genre d'article et ce genre d'article. En résumé, d'un côté plutôt critique du discours féministe et un autre plutôt partisan. Par l'intermédiaire du journal du dimanche, Sonia Mabrouk et Pascal Praud disent non au #Goldman, tous les hommes ne sont pas responsables. Et pourtant, le journal publie également un article réutilisant le terme de bon père de famille, concept initié par Rose Lamy, militante féministe. Accord ou désaccord au sein des journaux, dans tous les cas, Mazan a remis en question la culture du viol dans l'espace médiatique. Les émissions télé et radio se sont multipliées à ce sujet. 28 minutes sur Arte, C'est ce soir sur France 5, Le téléphone sonne de France Inter, sans oublier bien sûr le documentaire sur la soumission chimique, raconté par Caroline Darian, fille de Gisèle Pellicot, diffusé sur France 2 le 21 janvier 2025. Même reporter, pourtant spécialisé sur les questions écologistes, en a parlé, sans compter le nombre de unes publiées, surtout le jour du verdict. Le procès des viols de Mazan a donc marqué un nouveau tournant, même une nouvelle prise de conscience dans le traitement des VSS par les médias. Reste à voir le changement sur le long terme. La chaîne YouTube a ses racines en Normandie, alors on en profite pour vous faire un tour d'horizon de la presse régionale. Et oui, car les rédactions locales sont loin d'être épargnées par cette question des VSS. Au contraire, c'est même la plus concernée, étant la première à traiter de faits divers. Des erreurs ont pu être commises, y compris en Normandie, comme en témoigne cet exemple datant de 2017 de 76 Actu. La réflexion s'est aussi installée dans ces journaux qui se sont adaptés au même titre que les titres nationaux en suivant l'évolution de la société. Il est désormais temps de vous parler de journaux comme La Manche Libre ou bien Paris Normandie. À la rédaction de La Manche Libre, cet article laisse transparaître une opinion plutôt tranchée. À la lecture, on a relevé la phrase « L'horreur s'est poursuivie pendant une décennie » qui met en avant l'atrocité des viols. Le journaliste aurait pu écrire « Les viols ont duré pendant une décennie », ainsi il aurait simplement relaté les faits sans indiquer une quelconque prise de parti. Paris Normandie, journal un peu plus connu, titre « Pour elle et pour elle », un avant-goût du combat mené par Gisèle Pellicot. Pour vous, oui, on s'est donné la peine, l'équipe a relevé 2 citations assez explicites. Les accusés sont considérés comme 50 tordus, ça donne le ton. Puis on découvre cette éditoriale qui s'interroge sur le futur impact de l'affaire. La réflexion est induite par la question, mais y aura-t-il pour autant un avant et après Mazan ? Tout le monde l'appelle de ses voeux, évidemment, mais ce n'est pas gagné, loin de là. En quelques mots, l'auteur de l'article espère une véritable révolution dans le soutien apporté aux femmes victimes de VSS. L'éditorial de Paris Normandie est un vrai engagement, à la fois parce qu'il représente la pensée du journal, mais aussi parce qu'il est écrit par un rédacteur en chef qui souligne son envie de voir les choses changer. Un point clé dans le traitement des violences sexistes et sexuelles, c'est l'utilisation des mots. Les mots MOETS, même si on parle des mots MAUX, sont décisifs pour ce sujet. Ouest France reste un journal pionnier dans l'utilisation du terme de féminicide. Par ce virage linguistique, les rédactions abolissent le vocabulaire et les concepts de crime passionnel ou de drame conjugal. Non, une femme tuée par un homme proche, ce n'est pas excusable sous prétexte qu'elle est une mauvaise femme. Le changement des termes transmet aussi une volonté de mettre la lumière sur la victime et non plus sur l'accusé. La victime devient une femme forte et le mari n'est plus celui qui est assez amoureux pour frapper et ou tuer. À l'échelle régionale, France Bleu Normandie est devenue Ici Normandie. À l'occasion d'une discussion avec Raphaël Tual, il nous a confié que sa jeune rédaction était engagée sur la question des VSS. Son équipe sait que certains termes n'ont pas de sens et ne se disent pas. Il n'y a pas nécessairement besoin d'une réflexion à ce sujet.
La presse régionale ne dispose pas des mêmes moyens que les rédactions nationales, surtout concernant le nombre d'éditeurs. L'absence de ces professionnels de la relecture rend le système de vérification plus difficile, ce qui signifie que les erreurs de vocabulaire peuvent encore exister dans ces titres. Les équipes sont tout de même volontaires pour effectuer des relectures en interne et modifier au besoin. Enfin, l'émission du vérificateur web comporte également une mission de dernier regard vis-à-vis des termes utilisés dans les articles. On pourrait même parler d'une procédure en entonnoir lorsque le sujet d'un article porte sur les VSS dans la presse régionale. Pour résumer, le procès des viols de Mazan et le combat de Gisèle Pelicot ont été la caisse de résonance d'une contestation grandissante des violences sexuelles subies par les femmes. Il a permis d'imposer le sujet comme un problème de société. La responsabilité des médias avait déjà été pointée du doigt dans le traitement des affaires de VSS. Mazan marque une nouvelle étape dans l'évolution opérée par les rédactions autour du sujet. Les grands titres de journaux ont inclus des termes comme culture du viol ou domination masculine. La couverture de l'affaire a d'abord fait part à l'unanimité de la condamnation morale des 51 accusés, mais ce sont aussi des débats, des idées qui ont été relayées, parfois opposées. Des réflexions qui touchent aussi les journaux locaux, d'autant plus concernés par ces discussions en tant que premier relais de faits divers. Certaines rédactions ont pris des engagements quand d'autres suivent au mieux l'évolution de la société, notamment par l'utilisation de termes tels que féminicide ou culture du viol. Et c'est bien là le souhait de Caroline Dorian, fille de Gisèle Pelicot, faire bouger les lignes. La vidéo touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a plu et que nous vous avons aidé à décrypter le paysage médiatique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, aimer et partager la vidéo. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet et une nouvelle analyse. Est-ce que c'est bon pour vous ?